Bonjour à tous, nous voici repartis pour la rentrée des podcasts avec un invité de marque. J'ai nommé Jérôme Rossignol. Alors Jérôme Rossignol, ça ne va pas parler à grand monde, mais par contre, Blogmestre, ton pseudo. Mais puisque tu fais pas partie des gens qui sont les plus visibles sur la toile, vas-y, peut-être une petite présentation. Oui, bonjour. Donc, c'est pas Blognet, c'est Blogmestre. Blogmestre. Mais j'ai plusieurs pseudos sur Internet. En fait, je suis pas ce qu'on pourrait qualifier d'un grand spécialiste de SEO. J'y suis venu par nécessité, puisque je suis développeur et propriétaire de site Internet. Mais je m'intéresse beaucoup au SEO. Mais je ne fais pas mon cœur de métier, c'est-à-dire que je ne vends pas de prestations exclusivement de SEO à mes clients. Je les accompagne lorsque je crée des sites et des outils, voilà, principalement. Alors, on est là pour parler d'un outil qui vraiment, je veux dire, moi, m'a changé pas mal de choses, hein, notamment dans mes prestats liés à tout ce qui est éco-sémantique. Mais pour remonter un petit peu en arrière, on avait fait ensemble la masterclass des frères Perronnet à Bordeaux il y a un an à peu près, ouais. Ouais. Là, c'était en septembre, oui, c'était au mois de septembre, 10 septembre. Voilà. Et toi, tu es parti à fond la caisse à développer un outil d'analyse, on peut appeler ça ouais, analyse sémantique. Ouais, Euh, et aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le lancement. ouais. Non. Après un an un an de misère, de marche avant, de marche arrière. Donc en fait, j'ai toujours bricolé des outils pour faciliter le travail. Mais bon, mes connaissances mathématiques sont assez limitées. Et ce qui me manquait, ce que j'ai vraiment découvert avec cette formation CO, c'est tous les outils mathématiques que donnent Sylvain et Guillaume, quoi. Et voilà, en sortant de la formation, c'est bon ça, mais c'est bien sûr, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, je suis parti sur des projets que j'avais arrêtés en me disant, si on applique maintenant les formules magiques, qu'est-ce que ça donne? Et j'ai commencé à faire des petits essais et j'ai trouvé que c'était quand même des résultats étaient cohérents, disons, hein. Et donc, je me suis lancé dans la création de ces outils que j'ai appelés Visiblist, qui sont il y a principalement deux outils, hein. Il y a un outil qui permet de mesurer moi, ce que j'appelle l'affinité sémantique entre une requête sur un moteur de recherche et le contenu d'une page web. Et un deuxième outil qui s'approche de ton concept de cocon sémantique, qui est un outil qui permet de faire une cartographie de la répartition de ce qu'on pourrait appeler le jus sémantique, ce que moi j'appelle le sémantique rack, sur les différentes pages d'un cocon sémantique ou même d'une arborescence quelconque de site web, toujours en relation avec une requête. Alors, bon, on va pas saouler les gens avec toutes ces histoires d'algo, mais c'est vrai que bah, depuis un an, hein, on a beaucoup discuté tous les deux, tu as aussi beaucoup discuté avec Sylvain, et puis plus que ça, tu as vraiment bûché tous ces fameux algos, cosinus de Salton, TF-IDF, etc. Les n-grammes, t'en as mangé des litres pour Disons essayer. que j'ai discuté avec Sylvain pour faire valider mon approche des formules, quoi, parce qu'entre les formules mathématiques et la mise en place pratique, bon, il y a tout un monde, donc j'ai beaucoup discuté avec Sylvain pour qu'il valide mon approche, pour savoir si j'étais pas dans la mauvaise direction, quoi, hein. Et surtout pour faire valider aussi la façon dont j'ai constitué le corpus, puisque pour pouvoir travailler sur de l'analyse sémantique, il faut un corpus de référence, et que j'ai pas accès au corpus de Google, qui est l'ensemble des pages qu'il a indexées. Donc il a fallu que j'en fabrique un, et voilà, j'ai réussi à fabriquer un avec un peu plus, je sais pas, environ 1 800 000 documents dedans, ce qui a pris pas mal de temps, ce qui fait que des bases de données énormes de plusieurs gigas, voilà, mais bon,
Ben, Après, le gros du travail, après le gros du travail du corpus, ça a été d'affiner l'algorithme pour arriver à un résultat qui soit cohérent et un algorithme qui soit juste. Même si ce n'est pas celui qui est exactement utilisé par Google, c'est un modèle vectoriel à base de cosinus de similarité, donc c'est très proche de ce que doit faire un moteur de recherche pour déterminer la pertinence, le critère de ouais. pertinence d'un texte par rapport à une requête. Parce que c'est vrai que cette histoire de corpus, c'est super compliqué. Des corpus, il y en a plein à disposition, mais je veux dire, un corpus sur la littérature française, on s'en Et fout, quoi. voilà, la littérature française du Moyen-Âge, un corpus, c'est pas très parlant. Donc là, j'ai pu constituer un corpus qui est un mix d'articles de presse publiés sur Internet, d'articles de Wikipédia, donc toujours sur Internet, et de sites Internet. Voilà. Donc c'est un corpus qui est assez représentatif, qui a sûrement des faiblesses lorsqu'on est sur vraiment des petites niches où il doit manquer de vocabulaire, mais moi j'ai fait un peu plus de 1000 analyses, et ça reste quand même, je pense qu'il est valable, et les analyses en tout cas sont cohérentes, et lorsqu'on fait des modifications, quand on fait une analyse, on voit que les résultats sont vraiment cohérents, quoi. Ouais, je confirme, moi je l'ai aussi testé depuis longtemps et c'est vrai que on arrive à le faire planter, mais dans la plupart des cas, moi je dirais oui c'est ça, 80-90% des cas ça marche quoi. Voilà. Le premier corpus était fait avec, j'aime beaucoup tapé dans Demos, hein, c'est open source, donc on peut récupérer toutes les descriptions en fait de Demos, mais c'était pas suffisant, quoi. Le corpus était trop orienté, était pas suffisant. Donc là, le corpus que j'ai réussi à récupérer et à bâtir, bon, il ne restera pas figé le corpus de toute façon, puisque j'ai des pistes pour l'améliorer, en particulier en fonction de toutes les analyses qui seront faites, de voir un peu dans quel domaine il est pauvre, quoi, hein. Mhm. Ouais, tu as pas décidé quand même de cloner Google? Non, j'ai pas les moyens ni en infrastructure. Et puis, je peux dire une chose, c'est que je souhaite bon courage aux ingénieurs de Google quand ils font du parsing dans les pages web. Parce que si tous les développeurs respectaient le W3C, ça serait facile à parser une page. Mais alors là, c'est vraiment, on ne sait jamais où trouver, on ne sait jamais où dans une page on va trouver le texte, les balises sont utilisées à tort et à travers, donc c'est très difficile d'arriver sur une page web de façon systématique, hein, c'est-à-dire sur tous les sites avec un taux de réussite proche de 100%, d'arriver à isoler le contenu texte du contenu de menu, etc. Quoi. On trouve un peu de n'importe quoi, et puis il y avait effectivement des trucs qui faisaient planter l'outil parce qu'ils ne comprenaient plus, quoi, hein. Ben, en plus, ben, pas plus tard qu'hier, hein, je t'ai fait passer un cas où c'était une connerie de fermeture d'URL pas très respectueuse Voilà. des standards et bon ben voilà quoi, ça marchait pas, hein. Voilà, oui, mais bon, il y a des choses voilà, qui peuvent tenter. Bon, là, je pense qu'il y a eu pas mal de tests, il y a eu pas mal de ménages. Donc, dans 99% des cas, on arrive à parser les URL. Et c'est surtout pour la partie cartographique, hein, Ouais. où on parse pas mal d'URL. Surtout lorsqu'on utilise l'API, on va en parler après, où j'ai réussi à parser, à faire des cartographies à plus de 600 URL, quoi. Bon, et si on le voyait un petit peu en Eh fonctionnement bien, ce c'est tool? parti. Alors, comme je le disais, il y a deux outils différents. J'ai introduit deux concepts. Alors, je ne vais pas me battre pour indiquer la paternité de ces concepts-là, mais l'affinité sémantique, pour moi, c'est un indice que j'ai bâti qui va de 0 à 5, qui est normalisé entre 0 et 5, qui indique en gros combien une requête est en affinité avec le contenu d'une page. Donc c'est combien je t'aime, quoi, hein. Alors, le principe est simple, on saisit une requête, donc si tu vois pas l'inconvénient, on va se servir on va explorer ton cocon, Vas-y, vas-y. de ton guide.
Donc je vais partir sur une requête. Allez, on va être très classique. Référencement CO. Et je vais aller T'as ou- mesurer t'as la oublié, finité. t'as oublié un O, SO. Ah oui. Ah, il faut que je reparte parce que j'ai fait des. C'est pas grave. Ça montre justement comment ça fonctionne. Alors, référencement. Normalement, je devrais l'avoir à moi. On va travailler sur référencement. J'ai la mémoire. L'URL, est-ce que j'ai la mémoire? Tiens, c'est parfait. Voilà. Et je vais aller faire l'analyse. On verra après. Voilà. Alors, l'analyse. Bon, ça sort des chiffres, oui. Et ça sort tout un tas de mots. Après, on va en parler. On n'en a pas parlé de concurrence, mais on va en parler. Donc, le chiffre important à retenir, c'est le chiffre de synthèse. C'est celui qui est au-dessus de l'émoticône qui dit s'il est content ou s'il n'est pas content. Là, on voit un score de 33,17. Alors, c'est une échelle, il faut bien savoir que c'est une échelle qui n'est pas linéaire, hein, qui est logarithmique. Donc, 33,17, c'est un bon score. C'est même pas loin de l'excellence. Au-dessus de 40, c'est de l'excellence. Entre 0 et 10, il n'y a pas d'affinité. Entre 0 et 20, c'est faible. Entre 20 et 30, c'est moyen. Entre 30 et 40, on est bon. Et au-delà de 40, c'est excellent. Alors, comme je ne voulais pas spéculer sur l'importance que donnent les moteurs de recherche au titre de la page par rapport au contenu. Ah ouais, attends, je te coupe. Ça, c'est important parce que c'est vrai que moi, j'ai pas mal recommandé alice.info et par faute de mieux, disons. Enfin, je préfère à la limite Textualizer à alice.info, mais on en a pas mal discuté et cette notion de densité pondérée, bon, c'est trop compliqué, c'est la merde. Et finalement, tu as raison, le titre a une telle importance par rapport au reste Ah, ouais, qu'on peut tout à fait extrapoler titre par rapport au contenu et puis basta, quoi. Ça donne déjà une super indication. voilà. Et de toute façon, les pondérations de ce qu'on pourrait, que ce soit les H1, les mises en gras, etc., sont tellement négligeables par rapport au reste que ça ne change pas les résultats fondamentalement, donc c'est pas la peine de s'embêter avec. Hein. Et puis bon, pour l'analyse, c'est beaucoup plus simple, puisque dans la page, on considère qu'on prend un sac de mots et on travaille là-dessus. Oui, Donc je différencie le titre et le contenu de la page, et je fais donc trois analyses. Une, alors je le montre avec la souris, je ne sais pas si tu le vois. Donc je mesure l'affinité sémantique entre la requête et le titre, entre la requête et le contenu de la page. Alors je vais allumer les trucs pour voir. Requête et le titre, c'est là, avec la petite explication. Requête et le contenu de la page. Et ensuite, j'agrège le titre et le contenu de la page et je fais la mesure. alors peut-être que tu pourrais préciser les différences entre fréquence et pertinence. Je vais en parler justement parce D'accord. que au départ, je me basais. Alors, le cœur de l'outil, c'est de mesurer la fréquence des co-occurrences de texte. C'est-à-dire que je regarde dans mon corpus les co-occurrences de la requête qui a été tapée, c'est-à-dire là on est sur référencement. Je vois que les mots co-occurrents, on voit des mots qui sont très logiques, par exemple Internet, web, création, site, hébergement, conception, etc. Donc c'est des co-occurrences fortes. Et je me suis aperçu que j'avais une fréquence grâce à mon corpus, mais également que je pouvais sortir une pertinence. Attends, je te coupe parce que en fait à l'écran là, moi c'est un petit peu coupé le côté gauche. On voit pas les co-occurrences là. Je vois que les. Et ça sur les co-occurrences, voilà. Et on voit Non, les moi co-occurrences. on le voit pas à l'écran là. C'est coupé en fait parce que t'as agrandi. Ça y est, j'ai scrollé jusqu'aux co-occurrences, tu dois voir le tableau là. Ouais, non mais je te dis, moi j'ai la partie gauche de ton écran qui est coupée en fait. Ah, alors ça, je ne comprends pas pourquoi. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Les gens pourront faire le test. Oui, Euh, voilà. Donc, Vas-y, redis-nous quelques exemples de co-occurrences qui sont dans la liste là. alors, ben, tu trouves Internet, web, création, hébergement, conception. Après, bon, il y a des mots conjugués. Hein. Positionnement, référencement, bien sûr, avec une concurrence de 100%. Marketing, développement, communication, conseil, prestation. Enfin, voilà, tout un tas de choses, effectivement, qui sont liées au mot référencement. Donc, ces concurrences, je les classe par fréquence. Mais je me suis aperçu que je pouvais aussi, à partir du corpus, donc la fréquence, c'est pas compliqué, hein, c'est le nombre de documents
euh, le pourcentage de documents où apparaît la concurrence par rapport aux documents où apparaît le mot-clé. Et donc 46%, 34%, etc. Mais il y a un autre paramètre qui est important, c'est ce qu'on peut appeler la pertinence. C'est ce qui se rapproche un peu dans la formation des Perronnets, de la rareté des mots, et des mots courants et des mots rares. Le fameux TF-IDF. Et voilà, toujours pareil. Donc c'est la pertinence. Alors la pertinence, je la calcule comment? Je regarde non plus la fréquence du mot-clé, je regarde la fréquence de, de documents où les deux mots sont en commun par rapport à la fréquence où ma concurrence apparaît dans le corpus. Si j'arrive à une pertinence de 100%, ça veut dire que la concurrence est toujours associée avec le mot-clé. Donc c'est une concurrence très forte, puisqu'elle est toujours associée. Alors que la fréquence, bon, ça veut dire que dans 50% des cas, 10% des cas, les deux mots-clés sont associés. On pourrait peut-être ouvrir une petite parenthèse par rapport à cette histoire de mots rares, parce que on en avait parlé, mais ça peut être un piège où on se dit bah ça peut être une bonne idée finalement d'inclure dans mon document des mots rares parce que ça va mieux le qualifier, alors que pas du tout. Il faut être très très subtil avec les mots rares parce que trop de mots rares égale louche et Ah oui, artificiel. ouais, oui, oui, il ne faut pas que le document, en gros, il faut que le document reste dans des proportions de répartition de mots qui s'approchent de celles de la moyenne du corpus. Sinon, si on utilise un document qu'avec des mots rares, ça veut dire qu'on sort du cadre, quoi. Hein. Donc il faut faire attention. Mais lorsqu'on regarde, alors je ne sais pas si tu peux le voir, on peut placer les concurrences par ordre de fréquence, par ordre de pertinence. Hein. Oui. Et on peut s'apercevoir que certains mots ont à la fois une bonne fréquence et une bonne pertinence. Donc c'est les mots à utiliser en priorité. Alors il faut faire attention, par exemple, oui, je vois netlinking est en pertinence 100% par rapport au référencement. Ce qui tendrait à dire que lorsqu'on parle de référencement, on parle systématiquement de netlinking. Ce qui n'est peut-être pas la réalité, mais ce qui est très proche de la réalité. Ouais, après bientôt ça va évoluer. À chaque fois qu'on parle de netlinking, on va parler de pingouin. Mais quand on va parler de pingouin, on parle de banquise. Et là, ça Voilà. devient compliqué. Voilà. Donc, Penguin, tout ça, je ne les ai peut-être pas encore dans mon corpus parce que c'est des concepts qui datent d'un an ou deux. Euh, donc, je ne les ai peut-être pas encore dans mon corpus. J'ai un corpus qui est up-to-date à 2012. Hein. Mais ça fait partie des choses qu'il va falloir que j'intègre petit à petit, de faire évoluer ce corpus pour qu'il prenne en compte les évolutions du net et de ce qui s'y passe dessus avec les nouveaux termes qui apparaissent. Quoi. Alors pour en revenir donc à nos fréquences et nos pertinences, donc j'arrive maintenant, si je fais une analyse selon la fréquence ou selon la concurrence, titre, page, contenu plus titre, j'arrive à 6 indicateurs qui sont représentés à l'écran là. Alors je précise oui que les fréquences et pertinences, c'est les fameux facteurs de pondération du TF-IDF. C'est-à-dire que je ne tiens pas compte enfin, je ne tiens pas compte si, mais la répétition des mots dans une page a une influence beaucoup plus faible que la présence de concurrence et de la fréquence et de la pertinence. Donc, voilà, si on teste avec une page qui est visiblement une page de spam, on n'aura pas des scores de 100%, il ne faut pas rêver non plus. Quoi, hein. Donc, c'est assez robuste de ce côté-là vis-à-vis du bourrage de mots-clés. Donc, j'ai mes 6 scores là. Alors, ils sont intéressants individuellement parce qu'ils permettent de voir où c'est qu'on peut faire des améliorations. Si on regarde par exemple sur ta page là, du guide, on voit qu'au niveau des fréquences de concurrence, ton titre il est béton parce qu'il arrive à un score énorme de 73, mais qu'au niveau, en travaillant sur les fréquences, il est un peu faible par rapport aux concurrences. Alors j'avais regardé, je vais le mettre dans les slides à côté, j'avais fait des modifications
en cherchant par exemple dans les mots qui sont dans les concurrences, bon, en rajoutant un mot dans le titre ou 5-6 mots, 5-6 concurrences qui ne sont pas présentes dans la page, on arrive à augmenter les scores. D'accord. Je montrerai un slide après, j'avais fait un test, voilà. Et donc tout ça, pour que, comme c'est des chiffres, c'est pas facile à toujours interpréter, mais j'ai décidé de les représenter sur un graphe. Alors l'idée du graphe, je l'ai piqué à notre ami, à notre ami référencement Whitehall, avec ces fameux spider graphs, C'est parce que je multiradar. trouvais que c'était... Pardon? Son multiradar. Voilà, je l'ai piqué au multiradar. Parce que je trouve que c'est un moyen tout à fait parlant de représenter graphiquement ces 6 chiffres. Et puis ça me permet aussi de déterminer, toujours pareil, mon chiffre global, parce que mon chiffre global, c'est pas la moyenne des 6 chiffres, c'est la surface qui est représentée par ce graphe-là, qu'on voit en bleu ici, là. C'est ce que j'entoure. Et c'est pour ça que c'est une échelle qui n'est pas linéaire, parce que pour doubler la surface, il faut faire plus que doubler les scores individuels, quoi. Et cette représentation graphique montre aussi qu'il y a des équilibres et des endroits où on doit travailler. Donc là, je vois que la requête par rapport au titre de page, ce qui concerne les fréquences de concurrence, donc, est un peu faible. Donc c'est une piste pour essayer d'améliorer l'affinité sémantique. Ouais. Alors, En fait, pour vulgariser le truc, c'est ça. On voit, en fait, il faudrait avoir un équilibre au sein de cette toile et on voit la branche sur laquelle on peut tirer pour essayer d'améliorer la. voilà, c'est-à-dire c'est le premier endroit qu'on doit travailler, c'est plutôt là, parce que ça sera le plus facile à améliorer. Donc on va regarder, parce que l'outil permet de faire les comparaisons, on va regarder, c'est pour ça qu'il y avait toute une place de livres sur le côté droit, donc on va regarder toujours sur ta page du guide, on va regarder référencement et on va le comparer, donc on va toujours prendre ton URL et on va le comparer avec CO, puisque dans ton titre il y a référencement CO, SEO. Alors là il calcule, donc la première page était en cache, voilà. Donc là on a les deux graphes qui sont superposés. On s'aperçoit que le score est satisfaisant pour SEO, mais qu'il est plus faible que pour référencement. Et si on regarde les scores de détail, c'est carrément, on voit que là l'effort à apporter, c'est au niveau du contenu de la page, où il manque certaines citations de mots qui sont des concurrences fortes. Et alors je n'en citerai que quelques-uns. Dans ta page du guide, tu parles de référencement et de SEO, mais tu ne parles pas de netlinking. Tu ne cites pas le mot netlinking, ni le marketing, ni search engine, ni optimisation aussi, donc qui sont 3-4 concurrences très fortes du mot SEO et qui permettraient d'améliorer le score. Donc, qu'est-ce qu'il me a? Marketing, je vois encore. Design, ouais, bon, c'est un peu faible. Non, les concurrences fortes que tu as oubliées, c'est netlinking, web marketing, search engine. Oui, puisque même en français, on parle beaucoup, on utilise beaucoup d'anglicisme. Optimisation aussi. Si, il n'y est pas dans le titre, hein. Ouais, bon, ça se discute tout ça. Mais là, il y a des pistes pour augmenter les deux scores qui sont un peu faibles sur cette page d'accueil du guide. Je note, je note. Voilà. Mais je peux regarder les slides. Alors attends, je vais sortir les slides que j'avais préparés, où je vais montrer, donc ça c'est ce qu'on vient de voir. Je suis toujours sur référencement internet, le guide web SEO. Tu vois, ce que j'ai oublié de dire, oui, c'est que je reprends le titre dans les tableaux, et pour qu'on revienne le titre, hein, voilà, ton titre c'est référencement, le guide SEO du référenceur. Alors je vais mettre un slide, tu vas me dire si tu le vois. Je me suis permis, j'ai aspiré ta page, j'ai changé des trucs. Tu la vois, le slide?
Avec, Pas encore, il y a un petit lag. Mais voilà, il y a un score de 38,95 au lieu d'un score de 28. Je me suis permis de changer le titre, donc j'ai transformé référencement le guide SEO du référenceur débutant en référencement Internet, le guide web SEO. Donc j'ai rajouté Internet et web dans le titre. J'ai fait des modifications dans le corps de la page aussi. Donc résultat, j'ai réussi à améliorer les scores. Et là, cette fois, j'obtiens un score de 38%. 38,95 au lieu de 28. bah, de toute façon, c'est clair qu'ensuite, quand on commence pour l'avoir testé en long, large, en travers, ça, c'est très très fin, quoi, hein. Après, quand on est complètement à côté, là, c'est autre chose, mais quand on commence à avoir des scores élevés, pour pas non plus tomber dans l'artificiel, faut pêcher fin, quoi. Et, C'est pas en bourrinant, on comprend vite que c'est pas en bourrinant qu'on va y arriver, hein. ça fait. Et de toute façon, dès qu'on a des scores élevés, faire des modifications, mais on gagne des micro-chouillas, parce qu'on arrive à. Sinon, après, on gagne vraiment des micro-chouillas après. Quand on est en dessous de 30, on peut gagner pour monter à 40, pour monter à 50. Mais quand on commence à arriver à des scores de 50, 60, 70, voilà, il vaut mieux. D'abord, on ne trouve plus de suggestions de concurrence libre. Euh, mais déjà, c'est des scores qui sont sacrément bons, hein, Et, parce que il faut voir qu'on compare, là on compare une requête simple à un seul mot avec un texte complexe, avec un titre qui en contient plusieurs, quoi, hein. ben, oui, ça aussi c'est très important, c'est-à-dire que la difficulté d'optimiser une page pour plusieurs mots-clés, et c'est super compliqué. Et plus, alors moi je dis en théorie, on pourrait optimiser une page, je sais pas moi, peut-être pour une poignée de requêtes, hein, 4-5 requêtes en trifouillant bien son titre, mais finalement on réalise que c'est beaucoup mieux de déployer ça sur plusieurs pages, quoi. C'est beaucoup plus Ouais. facile. Là, c'est le cœur du problème de l'optimisation, c'est que là, les deux cas que j'utilise, que je montre, c'est deux mots-clés qui sont l'un et l'autre, qui sont concurrents l'un de l'autre. C'est-à-dire référencement SEO, c'est presque des synonymes. Ouais. C'est des mots qui sont employés ensemble. Donc c'est pour ça que j'arrive à avoir des bons scores sur les deux. Maintenant, si on travaille sur une requête, par exemple, si tu travailles sur des requêtes composées avec des mots qui n'ont qu'une affinité partielle entre eux, ça sera très difficile de positionner la page sur deux ou trois requêtes, hein. Pas de positionner dans les moteurs, mais de trouver une bonne affinité sémantique entre les plusieurs requêtes, ça c'est clair, hein. Plus on élargit le spectre sémantique, plus on va se diluer, donc on ne pourra pas optimiser et pour l'un et pour l'autre. Ça c'est. Bon, alors maintenant, la page en elle-même, on peut la tweaker jusqu'à un certain point, et puis pour moi, de toute façon, elle a une puissance de feu relativement limitée par rapport à son environnement. D'où le fameux cocon sémantique, d'où cette idée que derrière la page, il faut avoir d'autres pages qui viennent l'appuyer Voilà, de manière sémantique. tout à fait. Alors, là, ça a été. C'est un concept un peu plus compliqué. J'en ai beaucoup discuté avec Sylvain. Parce qu'il faut. Je tiens compte en fait de deux facteurs. On va faire une cartographie et puis je vais l'expliquer. Donc là, j'ai introduit une nouvelle notion. Alors, on va prendre. Il y a deux possibilités pour faire une cartographie. Soit on peut fournir à l'outil une liste d'URL, soit on peut lui demander d'essayer de détecter automatiquement à partir d'une URL racine qui trouve le silo. Si on veut détecter à partir d'une URL racine, il faut que ça soit vraiment un cocon sémantique dans les règles de l'art. Sinon, l'outil dit qu'il ne peut pas le détecter. Et quand il y a des liens partout, quand il y a des fuites partout, il ne peut pas. D'autant qu'en version en ligne, je suis obligé de limiter à une trentaine de pages parce que sinon, c'est pas fait pour être vu par un navigateur. Il y a des time-outs de connexion. Ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes des fois. Mais j'ai résolu le problème. Je fournis une API aussi qui permet de sauter ses limites. Et j'ai analysé des structures de plusieurs centaines. Je suis arrivé à la plus grosse que j'ai fait là récemment, un peu plus de 700 pages, quoi, hein. Donc je vais refournir l'adresse de ton
l'adresse racine, non pas de ton site, ni de ton blog, mais de ton guide. Alors, le temps que je tape, Putain, sans me tromper. tu la connais par cœur. Ouais. Ouais, ça c'est important de parler de cette étanchéité des silos, hein, et c'est vrai que, enfin, grâce ou à cause de ce tool, on voit vite que cette histoire de liens, de méga menus ou de sites en fait qui ont un maillage qui est pas assez cloisonné, ben ça fait tout sauter quoi, hein. Ah ben ça fuit, ça fuit. Mais je te montrerai tout à l'heure, hein, parce qu'avec l'API, je sors sur l'API, on peut sortir des tableaux directs, enfin des fichiers CSV directement exploitables avec GFI, qui est un outil miracle pour visualiser les grosses structures de liens. Je te montrerai un exemple classique où j'ai fait le test entre la structure, il y a pas beaucoup de pages, il y a 60 pages ou 70 pages, mais pour voir la structure avec des fuites et la structure étanchéifiée sans fuite. Et c'est très parlant. Donc on est parti, on va faire l'analyse du cocon. Voilà, et pendant que l'analyse se calcule, voilà, c'est un peu long. Il y a un petit graphe, bon la version en ligne c'est toujours un peu limité de faire des graphes avec des API JavaScript là, parce que c'est des graphes assez compliqués. Donc déjà, j'ai pris le parti de ne pas représenter le réseau de liens parce que ça fait des graphes longs calculés, mais uniquement la structure, c'est-à-dire la structure, l'arborescence avec les profondeurs. Donc voilà, les valeurs le concept que je voulais introduire, c'est le semantic rank. Alors bon, c'est une analogie avec le fameux PageRank, hein. Sauf que là, on n'utilise pas les encres des liens, les liens, la popularité, tout ça. On se contente de mesurer l'affinité sémantique de chaque page avec la requête, qu'on va pondérer par le jus sémantique qui est apporté par les pages qui la lient. Donc ça prend en compte le fameux glissement sémantique. C'est-à-dire que si une page fait un lien vers une page et que les deux pages ne sont pas en affinité sémantique, ça ne transmet rien, comme le jus sémantique. Et plus elles sont en affinité sémantique, plus elles transmettent du jus. Donc chaque page, par rapport à la requête, a sa propre puissance, son affinité sémantique, et elle gagne en puissance avec ce que lui apportent les pages qui font des liens. Alors j'ai également repris la formule de calcul du PageRank, c'est-à-dire la formule mathématique qui n'a rien à voir, c'est pas le PageRank de Google, mais c'est la fameuse formule du surfeur aléatoire. Et ce que je matérialise comme PageRank, c'est la répartition du PageRank sur le cocon. Donc là, c'est par défaut, on l'a sur le graphe de droite. On voit que bon, sur le cocon, le PageRank est assez équitablement réparti dans les pages. Sur le graphe de gauche, on peut voir le semantic rank. Alors toujours pareil, on l'a par fréquence, par pertinence, selon le titre, selon la page. On voit tout de suite mais que ce n'est pas tout à fait pareil avec le PageRank. Ça va fortement être influencé par la requête. Et si je vais voir, par exemple, les titres là, alors je ne sais pas si ça va se mettre à jour chez toi, Oui. la répartition a complètement changé. On passe de la page d'accueil qui a un score de sémantique rank de 27 sur le titre, parce que le titre est vraiment optimisé sur la requête. On voit une page qui sort, c'est la deuxième du guide, c'est comment débuter un référencement. On voit aussi qu'il y a la page le Black Hat CO et le WebSpam qui sort sur cette requête référencement CO et les autres un peu moins. Alors on peut comparer aussi, hein, voilà, on peut comparer, on va comparer voilà, la répartition du semantic rank selon les... Ça se met bien un jour chez toi en temps réel ou tu ne les vois pas mais... Oui, oui, là c'est bon. Enfin, il y a un petit délai de quelques secondes, mais c'est bon, là, j'y suis. Voilà. Donc là, par exemple, je compare ma répartition de semantic rank dans le cocon sémantique. Toujours pareil pour la requête référencement CO. Sur les titres de page, par fréquence et par pertinence. Donc on voit que globalement, les proportions restent les mêmes. C'est toujours les mêmes pages qui prennent le semantic rank sur cette requête-là. On voit le petit détail. Bon, donc là, c'est des cartographies simples.
Mais ça permet, en testant son cocon sur plusieurs requêtes, ben on va voir que selon les requêtes, c'est pas la même page qui prend le jus, ce qui est tout à fait normal, puisque si on fait un cocon avec 20 pages, par exemple, c'est qu'on vise à peu près une vingtaine de requêtes au moins. Et donc il y a une cohérence aussi dans l'outil. Alors effectivement, s'il y a des fuites, ben ça modifie complètement les scores, puisque euh, là où on croit bien faire en disant que ça serait bien que cette page elle reçoive plein de liens, mais tous les liens qu'elle reçoit qui ne sont pas d'affinité sémantique n'apportent rien. Bien sûr. Ils ont même tendance à nuire, puisque le démultiplicateur devient presque négatif, quoi, hein. Ouais. Alors, là on travaille sur un cocon interne à un site, mais on peut très bien imaginer d'utiliser cet outil en rentrant manuellement les liens et dans une liste de liens, on fait un petit fichier texte, crac, on l'envoie à l'outil, pour mesurer, par exemple, lorsqu'on a des liens qui pointent vers son site, vers une page, mais pour voir si ces liens sont, les pages qui nous font des liens sont vraiment en affinité sémantique avec notre page, quoi. Et pour voir si c'est des liens qui sont apparemment intéressants ou pas. Ah oui, bien sûr, ouais, tiens, j'avais pas pensé à cette application, mais. Et oui, Ouais. c'est pour mesurer si on dit toujours, il faut que les liens ils soient dans la même thématique. Bon, c'est parce que c'est une thématique, hein, Ouais, mais en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'ils soient pertinents sémantiquement. bien sûr. Alors, je précise également que l'outil de cartographie ne tient pas compte des encres de liens. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai voulu parce qu'actuellement, on est tellement perturbé avec les encres de liens, on ne sait plus quoi mettre comme encre de lien parce que voilà, même en interne sur le site, Google il nous dit il ne faut pas suroptimiser, c'est pas bien, c'est pas naturel, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc là, l'outil permet de mesurer la légitimité du lien réel. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment légitime que cette page lie celle-là? Est-ce que sémantiquement, l'affinité est suffisante pour que je fasse référence à cette page-là? Alors, je vais te retrouver. Bon, après, il y a quelques options pour manipuler les graphes, mais bon. Bon, là, c'est vrai qu'on a pris un cocon qui est simple à visualiser. Bon, il va falloir que je m'y mette pour le densifier. Parce qu'après, quand on visualise des cocons beaucoup plus gros, bah, il faut un petit peu explorer, c'est plus compliqué. Le, mais l'objectif final, c'est quand même que cette simplicité qu'on peut voir là, qu'on a vu à l'écran, il faut qu'elle soit, qu'elle se déploie sur toutes les pages, hein. Il faut pas ce qui est schématisé comme ça sur quelques pages doit finalement être aussi représenté sur X pages. Si c'est 700 pages, ben c'est 700 pages, quoi. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais là, dans sa version en ligne, ça permet d'étudier un bout, c'est-à-dire un sous-cocon, enfin, je ne sais pas comment on Ouais, peut le faire, un sous-cocon, un embryon. voilà. Si on veut travailler sur tout un site, j'ai chargé GFI là, je suis en train de charger GFI, je vais te montrer une cartographie sortie de l'API. Voilà, il est parti, parce que voilà. C'est bon. Attends, Là, il y a un peu plus de pages. Bon, attends, Jérôme, le Jérôme. problème, c'est qu'avec plus de pages, les Oh, stop, graphiques stop, deviennent stop. de plus en plus Attends. difficiles. Hello. Attends, ça charge pas encore. Pendant que ça charge, deux mots quand même sur cette API. Parce que Oui. c'est intéressant. Donc, quelles sont les possibilités qu'est-ce que tu as ouvert quelles sont les limites qu'est-ce qu'on peut faire avec Alors, l'API? déjà, contrairement aux outils en ligne, bon, il y a selon les packs que le gars va choisir, le pack gratuit, les packs payants, etc., il y a des limitations en nombre de requêtes qu'on peut faire, bon, etc. Sur l'API, bon, il y a pas de limitation. Alors, je vais aller la charger. L'API permet de récupérer les formats bruts des données. Alors, il y a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que je sais que beaucoup de professionnels, beaucoup d'agences, etc., ont développé leurs propres outils en interne et aiment bien les API parce que ça leur permet de rajouter des bouts d'outils à des outils déjà existants. Donc, l'API, elle va permettre de récupérer donc, les affinités sémantiques ou les cartographies sans limite enfin, sans limite théorique de nombre de pages. Si le gars il essaie de récupérer la cartographie d'Amazon,
Je pense que l'outil va tourner pendant 6 mois et qu'il n'aura toujours pas les résultats, mais le nombre de pages. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, il faut aller scraper les pages, analyser le contenu, etc. Donc l'API permet de récupérer les résultats bruts. Et elle permet d'aller un peu plus loin que l'outil en ligne, dans le sens, par exemple, l'outil en ligne, pour les affinités, on est limité à une URL et de requêtes ou une requête et 2 URL. Là, on peut lui balancer un fichier contenant 10 requêtes, 10 URL, 20 URL, etc. quoi. Ok. Et pour la cartographie, on est plus limité sur l'outil en ligne, je limite à 30 URL, parce que sinon les temps de calcul deviennent un peu longs. Sur la partie cartographie, on n'est pas limité. Moi, je suis monté à 700, hein, je te dis un peu plus de 700. Bon, la seule chose, c'est que l'API est en deux parties. On fait une requête, on reçoit un jeton, et avec le jeton, on interroge et ça nous dit si le résultat est prêt ou s'il n'est pas prêt. Quoi. Et là, pareil, on balance une liste d'URL dans un fichier, une liste de mots-clés, selon les combinaisons, il y a plusieurs commandes qu'on peut passer à l'API. On peut avoir les résultats bruts, on peut directement sortir des fichiers CSV qu'on peut exploiter dans GFI. Donc les deux fichiers, le fichier de nœud et le fichier de lien. Et on récupère tous les paramètres, on peut récupérer toutes les occurrences de mots-clés à chaque fois, etc. etc. Donc, mais ça, c'est plus à destination l'API de gars qui développent et qui vont greffer l'outil sur leur outil où ils utilisent déjà d'autres API pour travailler, quoi, pour travailler leur site. Bon, ben passons à GFI alors. Et bien voilà, alors j'ai GFI, je vais les charger, c'est vite fait. Alors, tableau de données. Alors, importer la feuille de calcul. Je ne vais pas montrer les URL parce que c'est. Je ne vais pas montrer le. Alors, la table des nœuds. Je vais prendre. Elle est la table des nœuds. Alors, je vais te montrer deux choses. D'abord, le cocon qui fuit. Parce que c'est quand même très intéressant de voir un cocon qui. Enfin, un cocon, oui, on peut dire que c'est un cocon qui fuit. Alors, le cocon qui fuit. Je le cherche, je me le cherche, je ne le trouve pas. Node normal, il est là. Voilà. Je vais juste lui dire, on va travailler. Et on va regarder que le. Voilà, on va regarder ça. On va regarder que le semantic rank, c'est le plus important. Voilà, tac. Et je vais importer les nœuds. Entre parenthèses, c'est un outil que j'ai découvert à la masterclass, Suffit, que je ne connaissais pas et qui est quand même assez magique pour analyser des données un peu complexes. Ouais, pour les curieux, c'est en fait c'est souvent couplé, on utilise Scrappy plus GFI derrière. Voilà. Ouais, mais bon, j'ai fait des essais, mais dès que le site est gros, ça te donne des graphes qui sont très difficiles à analyser. C'est joli, ouais, c'est joli, mais après, Voilà, qu'est-ce qu'on donc tu peut en vois mon tirer? C'est graphe de compliqué. site, je ne sais pas si tu l'as en live, alors je vais le Non, attends, représenter. faut qu'on patiente quelques secondes, le temps que ça se mette à jour. Voilà, je vais le pondérer par le semantic rank. Allez, on va pas pendant que tu me dis que dès que c'est rafraîchi, je vais y mettre un peu de force atlas. Voilà, exécuter. Est-ce qu'il se organise? Ouais, il s'organise pas trop. Voilà le réseau de liens. Tu le vois? Non, on est encore en train d'ouvrir le fichier là. Ah, Alors, ben, cela dit, si tu avais des conseils pour ceux qui. Parce que le GFI, c'est simple à télécharger et à installer par défaut, mais c'est un petit peu la config des fois qui est. Enfin, pour ceux qui voudraient s'y oh non, coller. là j'utilise une fonctionnalité de base, hein, c'est-à-dire qu'avec les deux fichiers CSV qu'on récupère avec l'API, on ouvre un projet GFI, on va dans le tableau de données, on charge le fichier des nœuds, tableau des liens, on charge le fichier des liens, et puis après voilà. Et c'est excessivement simple à utiliser. C'est dur à interpréter après parce que on ne peut pas
aller dans le détail vraiment, mais on a une visualisation. Déjà, visuellement, on comprend les choses. On comprend ce qui va pas. Et quand tu vois un tableau GFI avec à peu près les points à peu près de toutes les dimensions, tu te dis qu'il y a un problème. C'est que ça veut dire qu'il y a rien qui ressort. Donc ça veut dire que sur cette roquette-là, dans ton coco, il n'y a rien qui va ressortir, quoi. Après, il existe des solutions de représentation qui sont beaucoup plus sexy sur des bases de techno 3D, mais c'est pas gratuit quoi. C'est sûr que là, on n'est pas là. L'intérêt de Jeffy, Ah, c'est quand même que c'est gratos. Alors, attention, je pense que là, on vient d'importer toutes les données. Là, bon, j'ai la liste des URL. bon, et pendant ce temps, je vais importer l'autre, puisqu'il y a un décalage, je vais pouvoir travailler sur l'autre. Ah, ah non, mais attends, je vais faire mieux, je vais te montrer, je dois avoir les PDF. Je vais aller chercher les PDF de cet outil, ça sera plus simple. J'ai fait des PDF. Ah, magie. Voilà, nous y sommes. Bon, voilà, alors là, tu vois, c'est enfin, le site, il y a 70 pages, etc. Il y a un cocon sémantique dedans qui est pas mal, la structure est pas mal faite, bon, voilà. Il y a une logique dans les glissements sémantiques d'une page à l'autre, mais le cocon il fuit. Pourquoi? Parce que il y a toujours pareil, les fuites elles se passent au niveau des menus et du footer, quoi. Un footer sur toutes les pages, il y a CGU, contact, mention légale et le menu avant en footer. Alors que sur ton cocon à toi, non, effectivement, tout ce qui concerne tous les menus annexes ont disparu. Donc là, on voit vraiment que bon, il n'y a pas grand-chose qui ressort. En plus, on voit très bien que quand on essaie avec Zephy de trouver une organisation des liens, on ne trouve pas de hub qui se forme. Et ça aussi, c'est caractéristique d'une structure qui est un peu fouillie. On voit qu'il y a des liens de partout, qui vont partout. Donc je dirais que c'est un maillage, voilà, c'est un maillage interne très brouillon et qui au niveau sémantique, au niveau cocon sémantique, n'apporte pas grand-chose. Et si on faisait l'essai de visualiser la circulation du PR, on verrait aussi que malheureusement, ce sont les pages donc, les plus liées, donc les pages de menu de footer qui prennent tout le PR, ce qui est une aberration. Maintenant, si on regarde l'autre structure, c'est-à-dire c'est le même site, hein, sauf que sur les pages du cocon, j'ai supprimé le menu et le footer. Alors, excusez-moi, je suis un peu long parce qu'il faut que je cherche dans mes docs. Je les avais préparés, mais je viens de les faire, je les ai fait tout à l'heure, ces PDF, et ils sont assez... la comparaison des deux est assez parlante, est assez... voilà. Alors, normal SR, tiens, je vais l'ouvrir celui-là, et le deuxième, Cocon SR, je l'ouvre ici. Alors, je ne sais pas si tu vas l'avoir tout de suite, le PDF. Voilà, je remets le fameux... Voilà, là il y a les URL, mais bon, on ne peut pas les lire, ça va. Bon, là, je suis toujours sur la boule de poil. Voilà, et là tu vas voir la boule de poil, mais avec le cocon étanchéifié, tu vas voir que d'abord c'est beaucoup plus clair. Tu vois qu'il y a des tendances qu'il y a des sortes de hubs qui commencent à se former, c'est normal, hein, il reprend un peu l'arborescence du cocon, tu vois géographiquement il se crée des zones, ça correspond aux branches du cocon, aux sous-branches, etc. Et tu vois surtout que le diamètre des nœuds étant plus important, mais que là il y a une vraie répartition du semantic rank et avec des pages qui ressortent vraiment par rapport aux autres, donc qui captent effectivement le vue, ce qui est l'objet du cocon. Je ne sais pas si tu le vois. Pas encore, ça va venir. Alors, J'ai pas calculé combien de secondes on a de lag, mais ça dépend en fait, c'est variable. Tout à l'heure ça allait bien, c'était en direct. Mais oui, pour chers amis auditeurs, en fait, Jérôme est au fin fond du Béarn et il a une connexion en carton pâte. Et on a même dû passer par le téléphone plutôt que Skype pour faire le call parce que ça marchait pas.
Il n'y a pas encore de ligne directe entre les montagnes andorranes et les montagnes béarnaises. Mais bon, on est bien à la campagne. Moi aussi, je suis à la campagne. Je, je ne Ah non, reviendrai mais plus. ça ne changerait pour rien au monde. Mais c'est vrai qu'on est. Toi aussi, t'es dans les Pyrénées, remarque, hein, mais de l'autre côté, quoi. Ouais, attends, il y a quelques cols et quelques montagnes pour Ouais. aller. Ben, le problème pour aller chez toi, c'est qu'il faut traverser toute l'Ariège. Et je me souviens de ces routes avec un rond-point tous les 20 mètres, avec plein de Bon, des camping-cars, des passe chez tracteurs. moi, c'est Gaudin, c'est après t'as l'autoroute. Voilà. Ok, alors on y est. On en voit un bout là. Tu le vois, avec le gros rond rouge au milieu? Je vois pas le rond rouge, là je vois le haut, mais ça va venir. Là, je pense que tu es en train de scroller. Voilà, Voilà. ça Donc vient. là, tu vois, par rapport à l'autre, c'est déjà moins. On voit déjà les hubs qui commencent à se créer, donc les différentes branches du cocon. On voit que certaines prennent du jus parce que les nœuds sont plus gros, d'autres moins, donc ça dépend de la thématique abordée. Mais on voit surtout que ben, la page qui prend le plus de jus, c'est la roquette qui est testée, c'est la roquette de la page d'accueil du coco. Hein. Donc on voit que c'est bien elle qui prend le jus. Sur d'autres analyses, on voit avec d'autres roquettes que c'est une page du coco qui va prendre le jus, alors que dans le graphe précédent, le jus était complètement dilué, et si on regarde le père, c'est pire, il allait sur les pages satellites, enfin, en quelque sorte. Oui, pour ceux qui sont encore dubitatifs, hein, c'est vraiment ce concept de hub qui ensuite est un point de départ sur ces fameux silos, qui est vraiment toute la clé, quoi. Donc là, on voit bien, euh, moi là-dedans, bon, dans le schéma, j'ai un peu l'habitude, moi je vois 6 hubs. Bon, c'est pas très clair parce que j'ai arrêté l'expansion de GFI, mais il y a 6 hubs et on voit très bien que sur les 6, grosso modo, il n'y en a que la moitié qui prennent du jus sur ce roquette. Ce qui veut dire que les autres, il y a qu'il y a des branches du cocon mais qui ont sémantiquement glissé par rapport à la roquette, ce qui est tout à fait normal. Et si on arrivait à le représenter, à les ordonner les hubs par, à s'approcher d'une arborescence, on verrait qu'il y a un glissement on verrait bien le glissement sémantique, c'est-à-dire que selon la branche ou la sous-branche du cocon dans laquelle on est, le jus est plus ou moins important. Donc on a bien un glissement sémantique. Et en changeant de roquette, on verrait que ben, cette force, ce jus sémantique, il se transmet sur une autre branche du cocon, etc. Ouais, non, Mais bon, c'est intéressant. je reconnais que pour GFI, il faut un peu, faut un peu l'habitude de voir. Ouais, ouais, Le gros intérêt des GFI, c'est qu'on voit tout de suite si on a visuellement, on voit les choses. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, zoomer, voir l'URL en question et tout. On voit bien que là, il y a quelque chose qui marche. Alors que dans l'autre graphe, on voyait très bien que bon, il y avait des liens partout, il y avait des nœuds partout, il n'y en avait pas des plus gros que. Voilà, c'était un peu. Alors, je sais que cette notion d'étanchéité, là, ça fait peur à beaucoup de gens parce que ça va à l'encontre de. Faut avouer que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Quoi. Au niveau du maillage, on avait tendance à, oui, à mettre un peu des liens partout. Et puis des outils comme WordPress n'ont pas aidé à faire en sorte qu'on réfléchisse à l'arborescence des sites. Quoi, parce que j'ai discuté sur un forum là, récemment, un blog, par essence, la structure d'un blog est antinomique hein, du concept de cocon sémantique. ah, c'est la pire structure possible, je pense. Enfin, Ah, c'est complètement antinomique et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire bâtir un cocon avec WordPress. C'est pas WordPress qui est en code. C'est cette structure de blog avec ce classement par des articles par date, avec les taxonomies, les tags, les machins qui balancent des liens partout, et les postes similaires, enfin les postes similaires, ça marche pas. Si on faisait des mesures sémantiques, de l'affinité sémantique entre une page d'un blog et les pages qui sont données en post similaire, on pourrait être surpris, quoi. ouais. Moi, je conseille de souvent ceux qui veulent utiliser WordPress enfin avec mon système, c'est on utilise les pages plutôt que les posts finalement. Exactement, exactement. On utilise les pages et on fait ce qu'on veut, quoi. Hein.
ça n'a pas la même. Je pense qu'un blog, pour avoir de la visibilité, il faut travailler plus la popularité que la façon d'organiser les contenus. C'est mon avis. Hein. Alors, en plus, il Alors y que a vraiment ce je pense problème. que si on a cette liberté d'organiser Oui. ces structures comme on veut, on peut arriver à de très bons résultats avec un linking plus faible. Quoi. Oui, et puis il y a le problème de la pagination qui est atroce aussi sur. Bon alors après si on la travaille un petit peu, fil d'Ariane, je sais pas quoi, mais sinon il y a vraiment ce truc de billets précédents, billets plus anciens, billets plus récents qui est, enfin c'est complètement nul. Hein. Mais bon bref, restons positifs. Ouais. Alors le combien ça coûte maintenant, Visiblis? Alors, combien ça coûte? Écoute, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Il y a trois packs. Alors là, il faut que j'aille sur le. Il y a, tout d'abord, il y a un pack qui est gratuit, c'est-à-dire pour que les gens puissent évaluer l'outil. Alors, bien sûr, dans la version gratuite, il y a des limites. Alors, ces limites, voilà, il y a un pack gratuit, il suffit de s'inscrire, tout bêtement. On fournit. Alors, bon, le site, on ne l'a pas mis en ligne. Hein. Pour l'instant, on attendait que le podcast. Alors, les tarifs, c'est très simple. Le pack gratuit, il permet d'utiliser tous les outils, c'est-à-dire l'outil d'affinité sémantique et l'outil de cartographie, avec une limitation, enfin avec deux limitations principales. La première, c'est qu'on ne peut aller faire des analyses que sur le nom de domaine qui a été fourni avec l'adresse mail d'inscription. Donc, on ne peut pas aller voir les autres. On est limité à 10 analyses par jour et une cartographie par jour. Donc, c'est quelque chose qui convient, à mon avis, tout à fait à un webmaster amateur, enfin, ou quelqu'un qui veut commencer à travailler un peu sur son site. Ensuite, j'ai fait un pack webmaster qui est à 37 euros hors taxe par mois, avec une décote si on prend un abonnement pour 6 mois. Hein. Donc là, on n'est pas limité au niveau des domaines qu'on peut explorer. On peut monter jusqu'à 1000 analyses sémantiques par jour, 10 cartographies, et on a accès aux suggestions des concurrences. Et après, il y a un pack que j'ai appelé agence, qui là est destiné donc clairement aux agences SEO. Il n'a pas de limite au niveau du nombre d'analyses que l'on peut faire. Il reste limité au niveau de la cartographie à 30 URL, mais cette limite saute puisqu'on a accès à l'API, permet de faire sauter la limite. C'est multi-domaine. On peut créer plusieurs comptes utilisateurs. C'est typique le cas d'une agence où il y a plusieurs personnes qui peuvent travailler. Et on a accès à des fonctionnalités annexes, mais qui peuvent être importantes lorsqu'on est amené à faire des rapports. On peut faire des exports CSV des données et on peut directement générer des rapports en PDF. Voilà. Et on peut mémoriser les analyses aussi. C'est très important, ce qui permet de pouvoir les rappeler dessus et pour les retravailler. Quoi. Et l'accès à la fameuse API. Et il y a surtout l'accès à la fameuse API dont je parlais, qui elle permet de faire sauter les limites et qui sont en fait des limites qui étaient techniques. Quoi. Ouais. Voilà, faire un outil en ligne qui va scraper des centaines d'URL, bon, c'est pas. Un HTTP comme ça avec, sur un navigateur, c'est pas jouable. Quoi. Bon, moi je dis ça, je dis rien, mais pour ceux qui. On est entre nous, mais cette histoire d'API en faisant des extracts d'éco-occurrences, moi qui aime bien faire un peu des fois de la bouillie, ça ouvre des perspectives quand même de bouillie sémantique assez intéressantes quoi. Fameuse bouillie sémantique. Et ça peut être une approche pour faire un outil de spinning sémantique, oui. Ah non, je parle même pas de spin là, je parle vraiment de bouillie quoi, mais c'est enfin en scrapant un peu du contenu à droite à gauche, en le mixant etc, en incluant des stop words, mais là du coup avec tes co-occurrences c'est que du bonheur quoi. Ouais. Ce que j'essaie de ce que j'ai en tête moi c'est maintenant la partie bouillie ne serait finalement que du contenu ce que j'appelle du contenu pauvre hein, avec
Parce que dans un texte, il y a finalement peut-être, je sais pas moi, 10, 20, allez, maximum 30% de croustillants mots-clés. Tout le reste, c'est du remplissage. Oui, enfin, moi je dirais moins de 30%, parce que quand tu regardes vraiment, quand tu as accès à la liste des concurrences, et quand tu regardes vraiment celles qui apportent quelque chose par rapport au mots-clés, toujours, hein, bon, s'il y en a une bonne quinzaine, après tu tombes dans c'est pas du non commun, mais c'est pas du remplissage, mais ça reste quand même des noms communs. Et autant ils vont avoir de la pertinence pour un humain qui lit le texte, qui le comprend, mais ils ont une pertinence ou une fréquence d'utilisation qui est tellement commune que je pense que pour un algorithme et un moteur de recherche, ils sont beaucoup moins pertinents, quoi. Moi, j'estime il y a une quinzaine de. Je ne parle pas d'entités nommées, hein, Ah oui, ça c'est autre chose encore. parce que ça, c'est encore autre chose et qui permet de renforcer énormément le contexte, hein, que ce soit des entités nommées, des noms de lieux, des dates, des noms de personnes, mais rien que dans des mots de vocabulaire commun, bon, quand on travaille sur, quel que soit le corpus sur lequel on travaille, on voit vite qu'il y a des mots qui sont très communs, hein, finalement, et qui, au niveau des associations de mots, sont assez communes. Donc, l'association des deux mots ne caractérisait pas systématiquement le contexte dans lequel on est. Il faut être humain et lire pour comprendre et pour s'apercevoir que. Bah, pour clarifier cette histoire d'entité nommée, c'est vrai que, pour reprendre le fameux exemple Jaguar des frères Perronnet, euh, finalement, Jaguar l'animal va avoir un numéro d'identifiant différent de Jaguar la voiture, ce qui est très pratique pour les moteurs afin de différencier l'un et l'autre, mais bien sûr, il faut aussi avoir un contexte. Ah oui, tout seul, ça n'a. Enfin, il y a beaucoup de mots qui, tout seuls, comme ça, voilà, ils n'ont pas forcément de sens. Et dans le cas de Jaguar, la voiture, oui, la concurrence forte, c'est voiture, véhicule, voilà. Même quelque chose comme marque, Jaguar marque, mais on sait qu'on n'est plus dans l'animal, quoi. On est passé sur le côté voiture, quoi. Ben, il y avait un fameux exemple justement sur le guide là, que tu as analysé où j'avais fait un petit peu un sous-titre voilà, ce que j'appelle à la Libération, le journal qui fait toujours des titres avec des jeux de mots, etc. C'était une page qui parlait des moteurs de recherche et j'avais mis en sous-titre sous le capot du moteur. Mais Ouais. il n'y a rien de mieux pour planter l'interprétation parce que je parle de moteur de recherche et je parle de capot. Capot n'a rien à faire. Enfin, voilà. Capot est associé au moteur d'une voiture et pas au moteur. Voilà, exactement. Exactement. Et ça, Google n'a pas d'humour, hein. Non. Donc, c'est pas la peine de lui soumettre des jeux de mots, il les comprendra pas et ça le met sur des mauvaises pistes. Mais bon, si, si tu peux arriver à. Un truc qui serait intéressant de faire, justement, c'est de faire une page comme ça, où, autour de moteurs de recherche, hein, de moteurs, et de mélanger des occurrences de moteurs mécaniques, voitures, etc., et des occurrences de moteurs de recherche, référencement, etc. Et essayer de voir comment elle est interprétée par Google. C'est-à-dire tu gagnes moitié-moitié, quoi. C'est-à-dire que là, à mon Ah. avis, tu le perds un peu parce que il est incapable de déterminer le contexte, quoi, hein. Bon, après, c'est vrai qu'il s'améliore, hein. Moi, j'avais quelques requêtes que j'ai étudiées au fil des ans et il y a une requête qui me plaît beaucoup qui est Tiger Woods, où avant, elle était complètement polluée, entre guillemets, par le golfeur. Même quand on faisait des requêtes liées à un tigre dans les bois, Ouais. Tiger in the Woods par exemple, alors que maintenant il s'est amélioré, il commence à effectivement le tigre commence à apparaître alors que le golfeur est toujours présent mais beaucoup moins quoi. Et ça c'est un Ouais. exemple parmi tant d'autres, mais bon c'est assez intéressant de voir qu'il a au fil des ans il a vraiment progressé et je pense que les entités nommées ils sont pour beaucoup hein. Oui, il y a un autre phénomène avec Google aussi, c'est que Google, lorsqu'on fait des dizaines de recherches à la suite sur Google,
il comprend de quoi, voilà, si on est fait dans la mathématique, il comprend ce qu'on cherche. C'est-à-dire que, parce qu'il nous balance des cookies partout, il enregistre plein de trucs sur nous, il sait, donc il voit très vite de la même façon qu'il est capable de contextualiser la pub en fonction de ce qu'on cherche. Je pense qu'il est capable de nous fournir dans ses résultats des choses un peu plus fines quand il a compris. Par exemple, si on fait des recherches sur Jaguar, quand on recherche sur la voiture, il va petit à petit il va éliminer tout ce qui concerne l'animal. Dans une session donnée, hein, Ouais. pas. Fait quoi que comme il traque avec les cookies et avec nos IP, il va pouvoir le faire sur. Enfin, Il contextualise beaucoup les résultats. Hein. soyons clairs, hein, Google ne comprend toujours pas ce qu'il lit, hein, il reste Ah idiot, non, il non, non, interprète. ça il ne comprend pas. Et justement, l'exemple de faire une page où on mélangerait, justement, sur un mot ambigu, où on mélangerait les deux thématiques, hein, on traiterait à la fois de Jaguar la voiture et de Jaguar l'animal. Par exemple, on s'amuse à faire une page où on compare les qualités de la voiture avec les qualités de l'animal en prenant un vocabulaire propre d'eux. Je suis sûr qu'ils seraient paumés là-dessus parce que, Mm. voilà, parce que s'il n'y a pas un œil humain pour identifier le côté subtil de l'affaire, l'algorithme, lui, il prend des mots, il fait des mesures. Hein, c'est des mesures vectorielles qu'il fait. Ouais. Hein, il met des mots dans des vecteurs, il compare. Hein, et puis, Il y avait un truc assez intéressant quand tu étais en développement du tool et dont je voudrais parler. Alors maintenant, je pense qu'on a dépassé l'heure du podcast, donc c'est les plus passionnés qui sont encore en train de nous écouter. on devait faire un cours. On devait faire court comme d'habitude. Euh, le, quand tu disais, bon, il y a la formule brute et après l'application concrète pose des problématiques qu'on n'avait pas anticipées. Il y avait un truc qui m'a intéressé que tu avais dit, c'était par rapport, si je me souviens bien, c'était dans ton interprétation du TF-IDF où il y avait un problème par rapport au volume, par rapport au volume voilà, à la longueur de la page. Oui, voilà, la formule de base, qui est le fameux cosinus de Salton, cosinus de similarité de Salton que nous avait fourni Sylvain Perronnet lors de la formation, est une formule telle quelle qui convient bien pour mesurer des documents disons, de taille à peu près égale. C'est-à-dire mesurer la similarité entre deux textes. Mais elle favorise, elle n'est pas adaptée pour mesurer un texte court, une requête, par rapport à une page qui contient plusieurs centaines de mots. Donc, moi, en fouillant un peu sur Internet, j'ai trouvé, alors bon, en fouillant, il faut fouiller vraiment beaucoup, il faut aller sur c'est beaucoup des documents PDF qu'on trouve, bon, c'est des thèses de chercheurs, il faut aller sur les sites de gars qui font de la recherche dans le traitement automatique du langage naturel, parce que ces algorithmes de Google, il n'y a pas que Google qui les utilise, quoi. Tous les gens qui travaillent dans le traitement du langage naturel utilisent ces algos, hein. Et il y a eu toute une série de variantes de cet algorithme de base qui a été publiée, avec travaux à l'appui, avec résultats, etc., pour s'adapter à des cas de figure particuliers, à des contextes particuliers. Et bien moi j'en avais trouvé une qui prenait en compte justement d'autres paramètres qui sont la taille des documents et aussi la taille de moyenne du document du corpus. Parce que ça aussi, à l'époque où la mode était de faire des communiqués de presse, on disait il faut au minimum tant de mots, ceci, cela. Est-ce qu'une page avec 500 mots a plus de chances de se positionner qu'une page avec 2000 mots, etc. Donc là, l'algo que j'utilise prend en compte la taille moyenne des documents du corpus par rapport à. Et prend en compte aussi le fait qu'on mesure une requête, par définition, qui est un texte court, par rapport à un texte long. Donc ça modifie quand même sensiblement le résultat. Et c'est ce qui le rend aussi un peu plus robuste par rapport à des bourrages de mots-clés ou à des pages typiquement de spam, quoi. Et c'est ce fameux algo que j'ai fait valider par Sylvain euh, lors de discussions avec Sylvain. Et il y a aussi une petite subtilité que j'utilise, toujours pareil, qui a été validée par Sylvain et que j'ai trouvé également sur une thèse de recherche. Pour la requête étant particulièrement, enfin pas pour la requête, pour le titre de page. Le titre de page,
Non, pas, je dis n'importe quoi. Pour la roquette, oui. La roquette, j'utilise une subtilité qui est un des algorithmes utilisés par les gens qui font du traitement automatique de langage naturel, c'est que je vais l'enrichir, cette requête, avec les concurrences fortes qu'il y a dans le document. Donc c'est une méthode de mesure de similarité par enrichissement de requêtes, ils appellent ça. Voilà. Tout ça pour pallier à la différence de taille, hein, de nombre de mots de la requête et du document. Et alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard et que j'avais déjà bossé 6 mois sur des trucs. Bon, il y a eu pas mal de fois où je me suis retrouvé devant un mur, quoi, hein, Ouais. donc où je suis revenu un peu en arrière pour reprendre sur une autre voie, quoi. Bah écoute, moi pour t'avoir vu quand même trimer pendant un an, c'est vrai que c'est assez impressionnant, je suis bluffé. Il y en a beaucoup qui l'ont pensé, sortir un outil comme le tien, mais t'es le seul à l'avoir fait, donc chapeau pour ça. Et puis quand tu disais que t'as été fouillé en profondeur, et c'est peu de le dire, parce que tu m'as sorti de ces documents, honnêtement, voilà, il faut... C'est c'est pas en tapant le nom du truc dans Google que tu l'as trouvé, ça. Ah non, non, c'est des trucs, faut aller, c'est vraiment... C'est dans le deep web. et puis il faut se taper des documents PDF, quoi. Et puis moi, je suis pas... Moi, j'ai une formation scientifique, je suis ingénieur à la base, mais moi, mon métier, c'était l'informatique industrielle, quoi, hein. Ouais. Donc, une thèse de chercheur, c'est un peu ardu à lire, hein. Et puis en général, sur ce que tu cherches, toi, c'est 2 paragraphes d'un document de 100 pages, quoi, hein. Parce que j'avoue mes limites, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et je remercie Sylvain qui m'a été d'une grande aide là-dedans, déjà pour valider mes choix, mes pistes, hein, et ensuite pour m'aider à interpréter un peu ce que je comprenais de la formule. Ouais, en plus, je sais pas pour toi, mais moi ce que je trouve d'assez déroutant, c'est que d'un document à l'autre, c'est pas, enfin, c'est pas unifié. Ils ont pas des codes de, je veux dire, il faut vraiment rentrer dans la tête du mec pour comprendre ce qu'il veut dire, parce que c'est, voilà, c'est pas simple. Hein, je sais pas, ils essaient pas euh, de le rendre digeste par la plupart des gens, quoi. Le but d'une Ouais. thèse, le but d'une thèse, c'est d'avoir un doctorat. Mais bon, on arrive, quand on a consulté des dizaines et des dizaines, tu arrives à voir. Puis après, si tu veux, tu arrives à trouver. Je ne suis pas allé jusqu'à contacter les chercheurs jusqu'à présent. J'aurais pu faire à un moment donné. Le gars qui a produit une thèse là-dessus, il serait très content si tu lui envoies un mail de t'apporter des réponses, hein. Mais je suis arrivé à trouver des sites qui parlaient sur des sites universitaires, hein, donc des profils de gars, et puis après pour la recherche, quand je vois qu'un gars Attends, qui est excusez-moi, ça intéressant, sonne de partout. tu tapes le nom du gars dans Google, et puis tu arrives à trouver, voilà, mais c'est assez compliqué de trouver ces documents-là. Le fameux corpus aussi, c'est un coup de bol que je sois tombé sur ce site-là. Bon, voilà, mais il y a eu pas mal d'avancées, de reculés. Bon, J'ai enfin, eu la, j'ai eu la chance de tomber dans une année, si ouais. tu veux, où j'avais des ressources pour faire un peu de R&D aussi. Euh, Parce que sinon, ça monopolise du temps, quoi. Et quand on est Ouais. dedans, on ne peut pas faire autre chose, quoi. Bon, enfin maintenant on y est. C'est vrai que c'est assez excitant de voir cet outil qui a été en gestation pendant longtemps. Maintenant, il est ouvert à tous. Donc, ben voilà quoi, hein. Maintenant aux utilisateurs de l'adopter, c'est le moment de vérité. Maintenant, il n'y a plus qu'à, et puis le faire évoluer aussi. Ouais. J'ai des idées d'évolution. À un moment donné, ce que j'aimerais travailler, c'est les entités nommées, parce que là-dessus, je flaire qu'il y a quand même beaucoup de choses à tirer des entités nommées, même sans disposer du graphe de Google. C'est quand même une façon très puissante de caractériser une page, quoi, hein. Bah t'as déjà la base publique, enfin je sais plus comment elle s'appelle, la boîte qu'ils ont racheté Google pour Mais je pense pas. Il y a des dictionnaires, si tu veux, d'entités nommées qui circulent, ils sont suffisants, si tu veux, pour commencer à faire la première approche. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est de rapprocher deux entités nommées l'une de l'autre, hein, ou de rapprocher des entités nommées d'un contexte, d'une thématique, etc. Ça, il y a pas besoin de piocher, à mon avis, dans le graphe de Google.
Surtout que bon, enfin, moi je sais pas, j'ai des tables de données de 2 ou 3 gigas. Si tu plonges là-dedans, il me faut un data center pour héberger tout ça après, quoi. Hein. Ouais. Donc il faut arriver à faire quelque chose de représentatif. Je pense que enfin, j'ai des données déjà à ma disposition. Mais moi, dans les entités nommées, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle les géonies, mais les noms de lieux. Parce que la géolocalisation de Google, quoi. Hein. Il y a certaines requêtes qui sont, lorsque tu les tapes à Paris, tu n'as absolument pas les mêmes résultats que lorsque tu les tapes à Toulouse. Ouais. Et c'est celle-là qui serait intéressante à mesurer, à travailler. Ouais, enfin, la base, c'est ça, hein, je me souviens, c'est MetaWeb, hein, c'est Freebase, Ouais. la base Après, ils l'ont, enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont acheté, c'était il y a, je sais pas, 4 5 ans, mais ce qu'ils ont développé depuis, ils sont comme une mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des petites mains qui ont travaillé tout ça, hein. On pense que voilà, Google c'est un algo, mais derrière, finalement, il y a des gens qui ont tagué le web, quoi. Donc voilà. Alors, bon, ben, je sais pas, est-ce qu'il y avait autre chose? Je pense qu'on a fait le tour. Ah, je crois que j'ai même perdu Jérôme. Attendez, je vais essayer de. Hop, on va le rappeler. Oui, allô? On t'avait perdu. On a été coupé, mais je crois que c'est parce que mon téléphone n'a plus de batterie. Bah, je pense de toute façon qu'on a fait le tour là, hein, c'est bon. On est même parti beaucoup plus loin. Oui, oui, Ouais. c'est un peu perdu, mais bon. Donc, écoute, de toute façon, peut-être que tu reviendras donner des news des prochaines évolutions. En tout cas, tu es toujours le bienvenu, hein. Voilà, mais écoute, déjà, on va voir comment prend le bébé. Les remontées que j'aurai par rapport aux utilisateurs, parce que je pense que je Ouais. vais avoir des remontées aussi, voilà, que les utilisateurs vont commenter un peu l'utilisation. Enfin, je vais voir sur le site, enfin, je publierai le mail afin qu'ils puissent remonter des suggestions, etc. Et puis souffler un peu là-dessus, parce que le cosinus de Salton commence à me sortir par les trous de nez. Et après, je vais me remettre. Bon, il y a déjà quelques idées de tools à rajouter derrière que j'ai. Une dont je veux te parler d'ailleurs, mais on en parlera à Ok. tête reposée. Voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, merci Jérôme. À bientôt. Ok, allez, salut.